Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Pascal Percheron, Conseil et Développement. Alors une vidéo qui n'est pas du tout consacrée au bricolage, mais tout simplement pour répondre à une question d'un de mes fans. J'ai du mal à le dire parce que je suis assez modeste comme garçon, donc merci à Rémi. Rémi est un jeune homme de 24 ans qui m'a sollicité et qui a beaucoup d'ambition, puisque Rémi travaille dans une société en tant que commercial ou conseiller, et Rémi a un souhait, à 24 ans, il voudrait devenir propriétaire, et il me sollicite à ce propos. Son projet est le suivant: acheter un immeuble de rapport, et faire en sorte que cet immeuble de rapport puisse lui apporter un revenu locatif, et en même temps loger dans cet immeuble de rapport. Alors mon cher Rémi, oui, c'est possible. La première des choses que je vous conseillerais est d'envisager une stratégie en plusieurs étapes. La première étape que je conseille à Rémi concernant ce projet est de nettoyer les comptes en banque. J'entends par là que vous ne devez pas avoir de découvert. Jamais, jamais, jamais. Pourquoi? Parce que votre banquier va vous demander les 3, voire les 6, voire les 12 derniers relevés bancaires. Si jamais sur ces relevés bancaires il apparaît que vous avez des découverts, que vous avez des difficultés financières, que vous avez des crédits particuliers, à ce moment-là, ça risque de le refroidir un petit peu. Donc il faut vous donner toutes les chances de pouvoir négocier. La deuxième chose est de retirer toute forme de crédit supérieure à 12 mois. Si vous avez un emprunt sur une voiture qui vous reste 3 000 à 4 000 euros à payer, que vous avez des mensualités de 200 300 euros, éliminez ces mensualités. Tout ça pourquoi? Pour rassurer le banquier vis-à-vis de votre gestion saine de vos avoirs, de vos acquis, de votre trésorerie. Et la deuxième chose, de ne pas avoir de crédit va vous permettre de pouvoir atteindre directement les 33% de taux d'endettement. Et lorsqu'on s'apprête à acheter un immeuble de rapport, c'est plutôt pas mal. Le deuxième point concerne le choix de tournage. Lorsque vous achetez un immeuble de rapport, vous allez avoir beaucoup de bricolage à faire. Et lorsque vous habitez au milieu de vos locataires, c'est parfois compliqué, parce qu'ils peuvent vous solliciter très régulièrement. La première des choses à faire, c'est surtout de se faire accompagner par un véritable professionnel. Prenez le temps. Pour choisir un immeuble de rapport, le prix est important, c'est-à-dire vous avez une capacité d'autofinancement ou une capacité de financement accompagnée par un banquier, mais surtout vous devez évaluer le montant des travaux qu'il reste à faire dans cet immeuble que vous allez acheter. Les choses qu'il faut regarder dans cet immeuble vont partir depuis les fondations. Regardez un petit peu s'il y a des infiltrations, s'il y a des problèmes liés à des remontées d'égouts dans cet immeuble, des problèmes liés à de la présence de termites, de la présence d'insectes, des insectes xylophages, donc qui mangent le bois, mais aussi vous pouvez avoir des champignons qui mangent la pierre, donc bien regarder ça parce qu'il y va de la salubrité de l'immeuble. L'immeuble doit avoir une cave ou en tout cas un système de ventilation sain. La deuxième chose va être l'isolation de l'immeuble. Quelle est l'enveloppe d'isolation de l'immeuble? Tout ça pourquoi? Parce que vous allez séduire des locataires si vous avez une capacité à leur proposer un logement qui soit bien isolé, ou en tout cas qui va leur permettre de pouvoir consommer peu d'énergie pour chauffer l'immeuble. La troisième des choses, c'est l'électricité, et le gaz s'il y en a. C'est-à-dire que tous les appareillages électriques doivent être aux normes, parce que refaire l'électricité d'un bâtiment, ça coûte cher. Refaire le gaz d'un bâtiment pour le mettre aux normes, ça coûte cher également. La troisième chose va concerner les entresols, c'est-à-dire que si vous avez un immeuble avec un entresol bruyant entre l'étage et l'appartement du dessous, vous risquez d'avoir beaucoup de turnover dans votre immeuble. Or, cette chose-là ne se vérifie que d'une seule manière. Lorsque vous visitez l'immeuble, vous vous mettez dans l'appartement du dessous et vous demandez à la personne, à l'agent immobilier, qui que ce soit, vous vérifiez qu'il n'a pas des escarpins ou des mocassins non bruyants, vous vérifiez bien qu'il a des semelles bruyantes et vous lui demandez d'aller marcher à l'étage au-dessus pour vérifier l'entresol. L'autre point que vous allez devoir aussi vérifier, c'est la toiture, la charpente. Si vous avez du zinc sur ce toit, ça peut coûter très cher de le refaire. Si vous avez des tuiles mais que ces tuiles sont vieilles, eh bien, il faut faire venir une société, mais sur un immeuble c'est un échafaudage. Les coûts peuvent s'envoler très rapidement. Et votre projet peut passer d'un doux rêve
un pire cauchemar. Donc soyez vigilants là-dessus. Le troisième point le plus important va être la fiscalité. Lorsque vous devenez propriétaire bailleur, vous avez un immeuble qui vous appartient, vous allez donc payer une taxe foncière sur cet immeuble, vous devez la connaître, vous devez pouvoir l'anticiper, et vous allez vous rendre au service des impôts de votre ville pour savoir à quoi vous attendre en termes d'impôts en tant que propriétaire. C'est-à-dire que si on vous annonce que les appartements sont loués, disons 500 € par mois, 500 € c'est bien, mais qu'est-ce qui va vous rester, vous, à la fin? Un autre point très important concerne les assurances. Votre immeuble doit être assuré pour les parties communes, et à ce titre, vous allez avoir une assurance pour votre logement en tant que propriétaire, et les locataires vont devoir prendre une assurance pour leur logement, mais par contre pour l'ensemble de l'immeuble, pour les parties communes, vous devez avoir une assurance. Et puis vous allez aussi peut-être devoir envisager une assurance de loyer impayé, ce qu'on appelle une garantie loyer impayé. Vous pouvez aussi avoir un certain nombre de garanties que vont vous offrir certaines agences immobilières. Vous n'allez peut-être pas passer vos annonces directement et louer en direct. C'est recommandable, mais parfois vous n'avez pas le temps, surtout par rapport à la deuxième question que vous m'avez posée. Donc vous allez devoir peut-être déléguer. Donc anticipez les coûts. C'est bien de se dire j'ai trois appartements à 500 €, ça me fait 1500 €. Non, ça ne va pas se calculer comme ça. Donc prenez en compte tous ces points-là. Ils sont vraiment indispensables à l'étude de votre projet. Enfin, sur ce projet, vous allez devoir envisager le système de chauffage et vous allez devoir envisager également de devoir entretenir l'intégralité de cet immeuble. Et c'est à vous que revient cette tâche-là. Soit vous allez devoir la déléguer auprès d'artisans, soit vous allez vous en occuper vous-même. Si vous avez déjà posé du papier peint, c'est bien. Par contre, il faut savoir aussi démonter un chauffe-eau, il faut savoir intervenir un dimanche après-midi pour remplacer un chauffage, un chauffe-eau, une fuite quelconque, etc. etc., etc. Voilà. Donc les joies du propriétaire bailleur sont multiples. Récupérer le capital en fin de mois, c'est bien, mais c'est quelque chose qui se mérite. Tout travail mérite salaire. Celui d'un propriétaire bailleur est conséquent, mais il demande aussi beaucoup d'investissement de l'autre côté. Et puis un dernier petit conseil, regardez bien et faites une étude de marché, c'est-à-dire regardez ce qui se loue le plus, quelle est la part moyenne de chiffre d'affaires réalisé par les T2, les T1, les studios, les T3, les T4, les meublés. Pourquoi ne pas envisager aussi un immeuble de rapport avec un logement qui soit le vôtre, et puis à l'étage, que ce soit vous au-dessus ou en dessous, un autre appartement que vous louez en meublé. Tout simplement parce que vous avez aujourd'hui des sites internet qui permettent de pouvoir réserver une location en meublé pour des congés, pour un week-end, pour des commerciaux, etc., etc. Et donc ça, ce sont des sites qui vous permettent de pouvoir doubler votre capacité à augmenter votre rapport locatif. C'est quelque chose d'assez sympathique et à étudier aussi. Voilà. Le conseil est: prenez le temps. Prenez le temps de tout étudier. Alors les questions de Rémi ne s'arrêtent pas là, et Rémi a une deuxième question. C'est pour ça que j'hésite à mettre cette vidéo dans les tutos de l'IMO ou les tutos du business, parce que Rémi me dit, voilà, j'aimerais faire aussi un deuxième travail. Donc c'est conséquent, hein, se lancer, garder son travail, se lancer dans un projet de propriétaire bailleur en achetant un immeuble. Et la troisième question, c'est: est-ce que je peux prendre un statut d'agent indépendant pour continuer à travailler en dehors de mes heures de travail? Oui, Rémi, bien sûr, vous pouvez tout faire. Et pour ça, je vous recommande la lecture d'un livre qui s'appelle La semaine des 4 heures de Timothy Ferriss, qui est un livre de développement personnel et qui sera une véritable révélation par rapport aux questions que vous vous posez. Je cumule, par exemple, 4 métiers différents. Je suis spécialiste dans le développement des franchises, je fais de l'immobilier, je suis youtubeur et je suis professeur, intervenant, formateur. Voilà, donc, et puis j'ai d'autres activités encore, mais qui ne sont pas rémunératrices, donc on ne peut pas parler de métier. L'important, c'est de savoir gérer son temps.
On peut tout faire, on peut faire beaucoup de choses, mais il faut le faire dans le respect de son planning. Et surtout ne pas oublier ce qui est marqué sur votre bulletin de salaire, c'est-à-dire que votre employeur continuera de vous payer si vous assurez la mission pour laquelle il vous a recruté. Ensuite, si vous voulez travailler à côté, oui, pourquoi pas. Vous avez, mon cher ami, une formation en BTS suivie d'une licence. C'est largement suffisant pour ce que vous voulez faire. Vous me demandez si votre formation est suffisante? Oui, elle l'est. Le seul moyen de savoir maintenant si vous êtes à la hauteur du challenge, c'est d'essayer. J'ai également une deuxième question d'une autre de mes fans sur YouTube et qui m'a contacté par mail en me demandant quel est le meilleur réseau d'agents mandataires pour faire de l'immobilier. Excellente question. Le réseau d'agents mandataires le mieux adapté n'existe pas. C'est-à-dire que chaque agent mandataire va se retrouver dans un réseau particulier. L'essentiel est de savoir ce que ça va vous coûter, surtout. Il faut savoir que d'intégrer un réseau d'agents mandataires, j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, va vous coûter dès le départ. Et ça, si vous n'êtes pas formé, il va falloir vous assurer que ce réseau d'agents mandataires va vous apporter une formation. Pour en savoir plus, j'aurais besoin, pour les personnes qui sont vraiment désireuses de savoir quel est le meilleur réseau d'agents mandataires qui leur convienne, à ce moment-là, je vous invite à m'envoyer votre CV, pas de lettre de motivation, hein, mais votre CV pour que je comprenne un petit peu qui vous êtes, ce que vous avez fait, de quoi vous avez besoin surtout. Alors au lieu d'une lettre de motivation dans le mail, envoyez-moi votre CV en format PDF idéalement, et de façon aussi dans votre mail à m'expliquer vos motivations. Mais pas, c'est pas moi qui vais vous recruter, donc j'ai pas besoin d'une lettre, cher monsieur, etc. J'ai vraiment besoin de savoir ce que vous avez comme compétences et quelles sont les compétences dont vous avez besoin pour compléter votre future activité d'agent mandataire. Ça, c'est très important. Et à ce moment-là, je serai en mesure de vous indiquer le réseau le plus adapté à vos besoins. Mais sachez que lorsque je répondrai à vos questions, par mail, puisque là on est vraiment sur du rapport privé, et bien à ce moment-là, je ferai en sorte de pouvoir vous indiquer aussi les tenants et les aboutissants, c'est-à-dire combien coûte le réseau, quels sont les avantages de ce réseau, ce qu'il vous procure, etc. etc. Ça, c'est très important. Beaucoup de réseaux d'agents mandataires aujourd'hui recherchent des agents immobiliers un petit peu comme moi, c'est-à-dire qui ont déjà une expérience de l'immobilier. Or, il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans ce métier parce que c'est un métier passionnant, c'est un métier, une véritable aventure humaine, et le meilleur agent immobilier, c'est celui qui sait ce qu'il se passe derrière chaque porte. Et ça ne s'apprend pas, ça se pratique. Voilà. Donc je vous invite à m'envoyer un petit mail si vraiment vous cherchez le meilleur réseau d'agents mandataires. Envoyez-moi un petit... ou le réseau d'agents immobiliers, hein, parce que certaines enseignes aussi peuvent très bien vous convenir. Eh bien, à ce moment-là, envoyez-moi un petit mail avec votre CV et je me ferai fort de traiter votre demande dans les plus brefs délais. Voilà. Je vous remercie très sincèrement d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle a répondu en grande partie à vos questions. Je vous invite à continuer de devenir fan de ma page, de continuer de cliquer sur les petites pubs qui s'affichent en bas. Ça me fait de la rémunération et je vous en remercie, ça récompense mon travail également. Et puis n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, si vous avez besoin de conseils, Pascal Percheron, conseil et développement, je suis là pour ça. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et puis à très bientôt j'espère. Au revoir.